comment des querelles vont finir par nous coûter des millions de dollars. Celle entourant le CHUM. Un grand hôpital pour le Québec. J'ai jamais vu un projet qui a divisé le monde comme ça. Un soir, j'ai rencontré le président du conseil avec les représentants de chacune des entités. J'avais l'impression qu'elle allait s'entretuer sur place. Il y a 8 ans, lors de son annonce, on a appelé ce projet CHUM 2006, l'année prévue de son ouverture. Puis, à force de retard, on l'a appelé CHUM 2010. Mais on sait déjà que ce projet est retardé au moins jusqu'en 2013. L'autre scandale, c'est qu'il y aura 2 fois moins de lits neufs dans la nouvelle construction que ce qui avait été prévu. Enquête sur l'indécision chronique de nos dirigeants. Donc, toute cette section-là ne sera pas touchée dans la première phase de construction, ce qui permet à l'hôpital de continuer à fonctionner. L'urgence, c'est très grand, 51 civières. Nos salles d'opération, on va en avoir 30. Où vous voyez aujourd'hui le stationnement, c'est là où on va faire la principale construction. Le complexe hospitalier comme tel est autour de 250 000 m². Sanguinet, on va retrouver l'urgence. Donc, facilement accessible quand vous sortez de la bretelle. Montréal, au cœur du centre-ville. Depuis plus de 12 ans, des Québécois rêvent de bâtir ici un grand hôpital de l'avenir qui ferait la fierté de la métropole et de sa plus grande université francophone, l'Université de Montréal. Je trouvais ce projet-là absolument extraordinaire. Après avoir changé de lieu projeté au moins 3 fois, l'hôpital universitaire sera bâti ici, sur les terrains de l'hôpital Saint-Luc. 424 lits environ dans la nouvelle installation. Chambre unique. Chambre unique. Oui, ça c'est important. Le CHUM 2010, comme ses planificateurs l'ont appelé, n'en est encore qu'à l'étape des plans et devis. Mais on sait déjà qu'il sera plus modeste qu'à l'origine. L'horizon de 2010, prévu pour l'ouverture, a déjà été repoussé à 2013. Et même cette échéance paraît de moins en moins réaliste. Après des dizaines de millions de dollars dépensés en études et encore plus d'argent perdu en délais de toutes sortes, qu'en est-il du CHUM 2010? J'ai jamais vu un projet qui a divisé le monde comme ça. Voici l'histoire d'un méga-projet qui n'en finit plus de se faire attendre. De façon malheureuse, beaucoup des enjeux de notre société se sont projetés dans ce débat de site. C'est une histoire d'affrontements entre politiciens. Il y a des conflits, il y a des tensions. De calculs électoralistes. Le ministre me dit, c'est pas avec ça qu'on va gagner des élections, alors on va mettre ça sur la glace pour quelque temps. De rivalités internes. Ce qui a été le plus difficile, c'est de voir la scission à l'intérieur des troupes du CHUM. De guerres de clochers entre gestionnaires et de conflits d'intérêts économiques. Alors, il y avait toutes sortes de mauvaises raisons. Là, tout d'un coup, ça nous a frappé que les bonnes raisons n'étaient pas au rendez-vous, je dirais. C'est aussi le prétexte d'une querelle idéologique entre les pauvres et la bourgeoisie et entre 2 conceptions de l'aménagement urbain. On peut s'interroger si génétiquement, on n'a pas une difficulté à décider. Ça fait 80 ans que c'est à l'agenda et que la communauté francophone de l'Université de Montréal attend son CHU. Donc, les douleurs, vous avez ça depuis combien de temps? Dans cette histoire, le docteur Guy Breton nous servira de guide. Il est un des rares à avoir cru au projet dès ses débuts et à y être encore associé aujourd'hui. Radiologiste de renom, professeur à la faculté de médecine, il rêve déjà, il y a plus de 15 ans, d'un hôpital de l'avenir pour Montréal. Il faut dire qu'il n'est pas le premier à y penser. Dès la construction du campus de l'Université de Montréal en 1927, les plans de l'architecte Ernest Cormier prévoyaient l'aménagement d'un hôpital universitaire à côté de la faculté de médecine. Mais les fonds manquent et le projet ne se réalise pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, le projet renaît. On parle alors d'un hôpital de 600 lits, réalisable au coût de 7 millions de dollars.
Les travaux sont même entamés, mais le gouvernement Duplessis les arrête. L'idée d'un nouvel hôpital reprend forme, en fait, au milieu des années 90, alors que le gouvernement du Parti québécois cherche une façon de régler les conflits interminables entre les 3 hôpitaux francophones du centre-ville de Montréal, l'Hôtel-Dieu, Notre-Dame et Saint-Luc. Le ministre Jean Rochon force leur fusion au sein d'une seule administration, mais les tensions persistent. Un soir, j'ai rencontré le président du conseil avec des représentants de chacune des entités, le conseil des médecins dentistes. J'avais l'impression qu'elle allait s'entretuer sur place. C'est bon. Ministre de la Santé et des Services sociaux. Quand Pauline Marois remplace Jean Rochon au ministère de la Santé, Pauline Marois, elle est persuadée que la seule façon de convaincre les 3 hôpitaux de travailler ensemble, c'est de leur proposer de construire un nouvel hôpital universitaire qui regrouperait les effectifs des 3 anciens sites. Le rêve renaît une fois de plus. Au lieu d'avoir 3 fois des équipements, au lieu d'avoir 3 fois des locaux, au lieu d'avoir 3 fois des cadres, des employés, il y a une économie d'échelle qui est claire. Entouré d'un groupe de visionnaires, le docteur Breton commence à élaborer son projet d'hôpital du 21e siècle. Déjà, à la fin des années 90, on commence à avoir des difficultés avec l'éclosion d'infections nosocomiales. On est à une époque où encore il y a plusieurs patients par chambre. On voit que les hôpitaux nouveaux, c'est un patient par chambre. Alors, il y a tout un ensemble de facteurs qui sont d'économie d'échelle, de meilleures pratiques, qui font que l'hôpital neuf, on en a plus pour nos sous. Sous l'égide de Pauline Marois, le gouvernement confie à la CHQ, la Corporation d'hébergement du Québec, son bras immobilier, le mandat de trouver le meilleur site pour établir un hôpital de l'avenir à Montréal. Plusieurs emplacements sont examinés. Les sites des 3 hôpitaux du centre-ville qu'on pourrait agrandir et 2 nouveaux terrains, le Faubourg Québec près du fleuve et un site occupé par la STCUM au 6000 Saint-Denis, angle Rosemont. Saint-Luc, bien là, dans les rapports qu'on nous fait, Saint-Luc et Notre-Dame, parfois, sont un peu comparables, mais à d'autres points de vue, c'est clair qu'on dit Saint-Luc, c'est le dernier choix à faire. Dans son rapport, la CHQ élimine les 3 sites des anciens hôpitaux et retient le 6000 Saint-Denis. Moi, j'étais plus ou moins heureux du site à l'époque. L'économiste Robert Lacroix est alors recteur de l'Université de Montréal. Un entrepreneur qui a une vision d'avenir. Il va devenir un des personnages clés de l'histoire. Bon, je dis, de toute façon, c'est relativement près de l'Université de Montréal. Il y a des possibilités d'expansion par acquisition à plus long terme. C'est le seul endroit qu'on a. Cessons de tergiverser. Lacroix rêve d'un projet rassembleur pour son université. Un projet qui rallierait une fois pour toutes les médecins des 3 hôpitaux du centre-ville. Et l'idée est ambitieuse. On parle d'un nouvel hôpital de plus de 900 lits avec une immense salle de conférence. Mais avant même sa naissance, le projet va embêter la ministre responsable. En janvier 2000, Pauline Marois annonce que le nouvel hôpital sera construit au 6000 Saint-Denis, en plein cœur de l'île de Montréal, sur un site occupé par un garage de la STCUM, la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal. Mais durant la conférence, les journalistes n'ont qu'une seule obsession. Pourquoi choisir un site bordé par une ligne de chemin de fer? Une question que les conseillers de Pauline Marois n'ont pas vu venir. Puis moi, je me fais sortir une carte, hein, parce que je suis une visuelle, je veux voir, je veux comprendre. Et puis, mes craintes tombent finalement, parce que je me dis, il y a peut-être aussi des mesures d'atténuation. Les trains passent pas très vite, ils pourraient passer encore moins vite. Les premières objections mises de côté, Pauline Marois obtient de son premier ministre, Lucien Bouchard, le mandat de démarrer le projet,
Tous les gens me disaient, M. Belland, venez, on pense que vous pouvez nous aider. J'ai été honoré de ça, un peu surpris. Elle embauche l'ancien patron des Caisses des Jardins, Claude Belland, comme PDG de la CICHUM, la société d'implantation du Centre hospitalier universitaire de Montréal. Il engage aussitôt des dizaines de consultants et de professionnels de la santé. C'est le fameux terrain, là. Tout à fait. Avec le viaduc, avec les rails qui sont là, ça, on les renie pas. Belland recrute le Dr Guy Breton comme directeur de la planification du nouvel hôpital. L'homme qui nourrit un rêve depuis plusieurs années va enfin pouvoir le réaliser. Breton n'est pas emballé par l'emplacement choisi, mais il s'en accommode. Il a l'avantage de sembler être disponible, d'être assez grand, de permettre de réaliser une architecture horizontale. Il est légèrement excentrique par rapport aux populations traditionnelles, mais il n'est pas terriblement loin. Il est facile d'accès en transport en commun, il est facile d'accès par les routes. Le plus difficile, comme l'avait prédit Pauline Marois, ce sera de convaincre les médecins répartis dans 3 hôpitaux de se rallier au projet. Ça a été un problème tout le temps. Il y a eu tellement de déboires. On est dans la galère depuis le 1er février 95. Hein? On est rendu 5, 6, 7 ans plus tard. Les gens disent, bien, ça se fera pas, ça se fera pas, ça se fera pas. Alors, il n'y a qu'une poignée d'enthousiastes qui disent, oui, ça va se faire ici ou 6000. Et j'en suis. Après la pause, la chicane du CHUM devient politique. À chaque fois qu'un gouvernement change, c'est comme s'il fallait pas qu'on recommence à zéro, mais qu'on dirait une minute. On va regarder ce que l'autre gouvernement a fait, là, parce que nous, on est meilleurs. Voilà, un grand hôpital pour le Québec. La poignée de visionnaires réunis autour de Claude Belland voit déjà sur le site du 6000 Saint-Denis le modèle d'hôpital dont il rêve. Un édifice construit à l'horizontale comme le veut la mode de l'époque. Un complexe inscrit dans la trame urbaine en continuité avec les rues avoisinantes qui comprendra des commerces de proximité et favorisera la relance du quartier. Le terrain du 6000 Saint-Denis appartient déjà au secteur public. Il loge des entreprises vétustes qui pourront être relocalisées, mais il offre de grandes possibilités d'expansion à proximité d'une bouche de métro. Il a aussi l'avantage d'être au cœur de la circonscription d'André Boisclair, une vedette du gouvernement péquiste. Voyez-vous, il y avait ça, ce qu'on appelait tout le centre technologique. Tout ce qui permet à l'hôpital de fonctionner était là. Ensuite, bien, vous avez les patients qui sont autour. Au cours des mois qui suivent l'annonce du site, Claude Belland, le grand rassembleur issu du mouvement des Jardins, réussit le tour de force de réunir 3 équipes de professionnels de la santé de 3 hôpitaux en conflit les uns contre les autres dans des groupes de réflexion communs sur l'hôpital du 21e siècle. Les hôpitaux de l'avenir, nous disait-on, et je pense que ça s'est réalisé d'après nos constats, ce sont des hôpitaux qui sont construits de façon horizontale. Fini les hôpitaux de 25 étages ou 28 étages où on passe ses journées dans les ascenseurs. Sur le plan de la sécurité, d'ailleurs, il y a déjà une objection évidente. Pour alimenter sa réflexion, la CICHUM s'inspire de grands hôpitaux modernes ailleurs dans le monde. L'exemple de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris sert de modèle. Construit sur des terrains désaffectés d'une ancienne usine Peugeot, l'hôpital est lui aussi le regroupement de 3 hôpitaux universitaires. Un édifice bâti à l'horizontale où les espaces communs sont aménagés en fonction du confort du patient et de façon à lui faire oublier l'aspect lugubre des hôpitaux. On met au cœur de l'organisation de l'accueil, de l'hôtellerie, du service, le malade. Et tous les professionnels, pour le linge, pour la restauration, pour l'accueil, pour les formalités administratives, se met au service du malade. Et là, mon modèle de référence, vous savez qui c'était mon modèle de référence? Le Club Méditerranée.
Pendant une vingtaine de mois, la CICHUM fait rêver les professionnels de la santé impliqués dans cette gigantesque opération de planification de l'hôpital de l'avenir. On dépense des millions de dollars en études et consultations diverses. Certains diront que pour réconcilier les médecins des 3 hôpitaux, on leur offrira le projet le plus avancé de son temps, sur papier du moins. Parce qu'au gouvernement, pendant ce temps, on se demande plutôt si on a vraiment les moyens de cette aventure. Début janvier 2001, les travaux de la CICHUM sont en route depuis 1 an. Le projet avance, mais il perd son principal promoteur. J'ai mis à profit les vacances des fêtes pour me livrer à une réflexion approfondie sur mon engagement dans la vie publique. Lucien Bouchard quitte la politique. Il est remplacé par Bernard Landry. Je remplirai les devoirs de ma charge de premier ministre avec honnêteté et justice. Quand M. Landry m'a convoqué, première question, Claude, parle-moi donc de ton projet d'hôpital. J'ai été obligé de lui répondre, c'est pas mon projet, c'est le tien. C'était comme... Alors moi qui avais accepté ce mandat-là avec un peu de réticence, ça devenait mon projet et me voilà obligé de l'expliquer au gouvernement. Je trouvais ça un peu embêtant puis bizarre. Pendant une autre année, la CICHUM poursuit ses travaux, malgré les réticences de Landry. En décembre 2001, un plan directeur est déposé. Mais un changement se produit au ministère de la Santé. J'ai demandé à François Legault de prendre la charge de ministre d'État à la Santé et aux services sociaux. À titre de ministre délégué à la Santé, M. Levin secondera le ministre dans sa lourde tâche que constitue la gestion efficace du réseau de la santé. Les 2 ministres commencent à poser des questions. Levin laisse même entendre que pour acheter la paix des médecins, la CICHUM leur aurait offert une sorte de bar ouvert. Même à cette époque-là, il y avait une grande préoccupation de ne pas être capable de contrôler des coûts. Au printemps 2002, Bernard Landry pense déclencher des élections et il hésite à s'engager dans un grand projet. On craint le syndrome de l'éléphant blanc. Les fantômes du Stade olympique et de Mirabel hantent le gouvernement. Déjà, les coûts estimés pour l'achat du terrain au 6000 Saint-Denis montent en flèche. Principalement par les demandes de la STCEM, par les demandes des compagnies qui étaient installées sur ce terrain-là et ils demandaient un déplacement sur un autre terrain. Les demandes étaient assez importantes, plus il y avait toujours la décontamination du terrain. Alors, le ministre me dit, écoutez, c'est pas avec ça qu'on va gagner des élections, alors on va mettre ça sur la glace pour quelque temps. Alors, je lui dis, écoutez, ici, là, moi, j'ai 25 personnes qui travaillent à la CICHUM. J'ai les consultants, dont les honoraires s'additionnent chaque jour. Alors, qu'est-ce que je fais? Et on me répond, ben mon Dieu, faites-les travailler. Je veux bien. Faire travailler à quoi? En mai 2002, 6 mois après avoir déposé le plan directeur du nouvel hôpital, Claude Bélan quitte la CICHUM parce que rien ne bouge. Si c'est pour moi qui prends vraiment les décisions, si là, je suis obligé de faire semblant qu'on travaille pendant je sais pas combien de mois, et que les gens vont dire, mon Dieu, que ça coûte cher, ça, ce projet-là. Qui est là? Ben, c'est Claude Bélan. Moi, ça m'intéressait pas. Pendant presque 1 an, de mai 2002 jusqu'au déclenchement de l'élection au printemps 2003, des dizaines d'employés et de consultants resteront en attente. Au total, sous le règne du Parti québécois, la CICHUM aura dépensé près de 30 millions de dollars. Et en fin du compte, d'hésitation en hésitation, on s'est ramassé en élection, avant qu'une décision soit prise de démarrer les travaux. Y a-t-il un sujet en particulier que... Je propose la santé. Ah, ça, c'est bien. Monsieur Philippe Couillard, ministre de la Santé et des Services sociaux. Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge. En avril 2003, Philippe Couillard, le nouveau ministre libéral de la Santé, remplace le péquiste François Legault. Mon prédécesseur immédiat, M. Legault, je me souviens, avait posé les questions publiques nécessaires sur le budget de fonctionnement, sur la mission des hôpitaux, sur l'organisation clinique. Novice de la politique, il hérite du plus gros projet d'investissement public depuis les Olympiques.
Un rêve identifié aux péquistes qui ne fait pas l'affaire des libéraux. Couillard démantèle la société d'implantation du nouveau CHUM, la CICHUM, et demande à la direction du CHUM de revoir le choix du site du futur hôpital. M. Couillard nous dit, écoutez, il faut que vous nous trouviez quelque chose d'autre. Où veux-tu qu'on aille? Il dit, je sais pas. Trouve-nous une place. À chaque fois qu'un gouvernement change, c'est comme s'il fallait pas qu'on recommence à zéro, mais qu'on dise une minute. On va regarder ce que l'autre gouvernement a fait là, parce que nous, on est meilleurs. Hein? Non, c'est pas comme ça qu'on s'est posé la question. C'est une décision extrêmement sérieuse parce qu'elle engage des fonds publics en grande quantité. Et elle engage des choix qui vont être les nôtres pour les 50 prochaines années, au minimum, peut-être plus. Alors, il faut s'assurer d'avoir géré ça de façon professionnelle et de façon correcte en regardant tous les aspects. Au début de l'automne 2003, le CHUM dépose son rapport. Malgré les réticences du ministre Couillard, l'hôpital maintient le cap qu'avait choisi l'équipe de Claude Béland. Si vous regardez le rapport, les noms sont là, tous les consultants sont mentionnés. Et tous ces gens-là produisent un rapport très bien fait, à mon point de vue, où ils concluent, incontestablement, le 6000 Saint-Denis est encore le meilleur site. Mais le ministre de la Santé n'est pas content. Il invoque de nouvelles raisons pour tenter de discréditer le choix du 6000 Saint-Denis. On est dans la région est de Montréal. Il y a déjà Maisonneuve-Rosemont qui assure des soins à courte distance. Est-ce qu'il est logique et approprié de concentrer deux grands hôpitaux à proximité les uns des autres? En plus de la proximité de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le ministre utilise pour la première fois un argument qui n'a jamais été évoqué jusqu'alors dans le dossier du nouveau CHUM. C'est pas acceptable de penser que l'Université de Montréal, la plus grande faculté de médecine d'Amérique du Nord, va quitter le centre-ville de notre métropole, au point de vue de l'occupation de cette métropole et au point de vue du développement du centre-ville et de la métropole. Après la pause, un pas en avant, un pas en arrière, dans la valse des millions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment ça se fait? Pourquoi partir du Sibyl s'en aller à Saint-Luc? J'étais vraiment estomaqué. Le dossier du CHUM a rapidement pris une saveur politique avec les changements de gouvernement, de premier ministre et de ministre. Sans oublier les rapports contradictoires des diverses commissions chargées pourtant d'éclairer nos élus. En décembre 2003, on annonce la création de la commission Mulroney-Johnson. Je n'ai jamais senti du gouvernement quelque préjugé que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Le gouvernement demande à deux anciens premiers ministres d'évaluer les projets d'hôpitaux universitaires au Québec et d'examiner à nouveau un site pour le CHUM qui avait pourtant été rejeté dans le passé, l'hôpital Saint-Luc. Daniel Johnson, qui a fait toute sa carrière d'avocat au centre-ville de Montréal, commence son mandat sans grande sympathie pour le 6000 Saint-Denis. On s'est promené au 6000 Saint-Denis, à l'extérieur, belle chasse, etc. On voyait ce qu'il y avait comme milieu. Et je me souviens, on regardait par où on arrive ici, où sont les accès pour les citoyens, pour les patients, pour tout le monde là, qui gravitent autour. C'est des milliers de personnes tous les jours, pour pas dire des centaines de milliers par mois. Et ça s'est imposé à l'esprit que c'était peut-être pas le meilleur endroit pour mettre un hôpital. Alors, il y avait toutes sortes de mauvaises raisons. Là, tout d'un coup, ça nous a frappé que les bonnes raisons n'étaient pas au rendez-vous, je dirais. À l'Université de Montréal, le recteur est médusé. Après des années de tracasseries, il avait réussi à convaincre la communauté médicale de se rallier derrière le 6000 Saint-Denis. Tenu à l'écart des travaux de la commission Mulroney-Johnson, il sent qu'il perd le contrôle de son projet. On était extrêmement défenseurs du 6000. On se disait, écoutez, là, avec tout le travail qu'on a fait, on ne commencera pas, là. Ça n'a pas de bon sens. Notre réaction, c'est pas la première fois qu'on analyse, qu'on réanalyse, là. Déjà, là, je commence à être immunisé à ce que j'appellerais la paralysie de l'analyse. Et si ça prend ça pour conforter le gouvernement,
Faisons-le. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on puisse réaliser la fonctionnalité, le besoin du patient et des étudiants dans une coquille adéquate le plus tôt possible. Si le gouvernement ne veut pas du 6 000, bien, j'ai pas le choix de me replier sur le plan B. Pendant cette période charnière, des acteurs clés du dossier changent carrément de cap. C'est le cas de l'ancien ministre péquiste David Levine, qui avait appuyé le projet du 6 000 Saint-Denis. Le centre-ville de Montréal, avec l'accès du métro, avec la distribution des soins, était mieux comme emplacement que le 6 000 Saint-Denis. Maintenant directeur de l'Agence de la santé de Montréal, à l'emploi du gouvernement libéral, il est devenu partisan de Saint-Luc. Comme ministre, est-ce que vous pensiez ça déjà? Aucunement. Je n'étais pas à l'agence à ce moment-là. Je faisais pas le type d'études ni évaluation que je faisais par la suite comme PDG de l'agence, qui était beaucoup une meilleure connaissance de la dynamique Montréal, le mouvement de la clientèle de la Rive-Sud qui dessert beaucoup de Saint-Luc et Notre-Dame actuellement, et que nettement plus intéressant d'avoir un hôpital au sud de Montréal que d'avoir un hôpital à 6 000 Saint-Denis. Plus il avance dans son mandat, Daniel Johnson lui-même arrive mal à cacher son enthousiasme pour Saint-Luc. C'était une occasion extraordinaire de mettre presque 2 milliards, si on regarde ça comme ça, dans le centre-ville de Montréal pour aller densifier le bâti et les infrastructures. On doit évaluer, à un moment donné, s'il était plus sûr de s'installer près d'un chemin de fer, alors que jamais on laisserait un chemin de fer se construire à côté d'un hôpital. En avril 2004, après 4 mois de travail, la commission Mulroney-Johnson donne le coup de grâce au projet qui avait rallié la communauté médicale pendant plus de 4 ans. Le 6 000 Saint-Denis est rejeté au profit de Saint-Luc. Robert Lacroix l'apprend à la conférence de presse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment ça se fait? Pourquoi partir du 6 000 s'en aller à Saint-Luc? J'étais vraiment estomaqué. Et je me disais, comment des gens de la CICHUM, qui ont travaillé de façon responsable, qui ont dépensé une trentaine de millions en spécialistes, ils se sont tous trompés. En l'espace de 4 mois, on produit un rapport, et là où on contredit à peu près chaque point. Ah, la circulation, c'est beaucoup mieux près du 1000 Saint-Denis. La sécurité, c'est dangereux, 6 000 Saint-Denis, c'est beaucoup mieux le 1000 Saint-Denis, etc., etc. Sans pointage, là, sans référence, surtout des affirmations. Et la conclusion, ben, vous le savez, on s'en va au 1000 Saint-Denis. Cette partie-là, moi, ça m'a renversé en disant, mais je comprends pas. Dès qu'il est arrivé avec le 1000, j'étais surprise parce que ça avait été tellement celui qu'on nous avait présenté comme étant le plus difficile à réaliser. Les coûts risquaient d'être beaucoup plus élevés pour arriver à un centre fonctionnel, compte tenu du fait que c'était enclavé, qu'il fallait construire en hauteur, qu'il fallait fermer des rues, réaménager, enfin. Ce qui me révolte, c'est qu'on a perdu 4 mois puis 4 ans. Ça me révolte. Mais qu'on le fasse 2 km au sud ou 2 km au nord, pour moi, c'est pas important. Le rapport Mulroney-Johnson décrit en fait une nouvelle vision de l'hôpital de l'avenir. Un hôpital desservi par 2 stations de métro, Berry-UQAM et Champ-de-Mars. À proximité de la Faculté des sciences de l'UQAM, une autre université avec laquelle des synergies sont possibles. En construisant au-dessus de l'autoroute Ville-Marie, le nouveau CHUM découvre aussi une possibilité d'expansion jamais explorée, en lien direct avec le CUSUM, l'hôpital anglophone prévu dans la cour Glen. Et surtout, on bâtira en hauteur. Alors que le 6 000 Saint-Denis présentait l'hôpital de l'avenir à l'horizontale, on adopte dorénavant une vision à la verticale, en plein centre-ville, à l'exemple d'un autre site que les médecins du CHUM avaient visité. Chicago, à 2 pas du lac Michigan. Ici, on a choisi de rénover un vieil hôpital universitaire en plein centre-ville pour tripler sa superficie, en le développant en hauteur.
On a donc investi dans les ascenseurs, en les séparant en fonction des usagers et en augmentant leur nombre. Dans le nouveau complexe, il y a 45 cages d'ascenseurs, disposées de façon originale. Le désavantage, c'est que tous ces ascenseurs occupent beaucoup d'espace. Et plus vous construisez en hauteur, moins il vous reste d'espace utile. Nous avons donc regroupé les ascenseurs à une extrémité de l'immeuble de façon à dégager la plus grande surface possible. Il a fallu aussi tenir compte des contraintes de la construction en plein centre-ville, au milieu des tours à bureaux et des appartements de luxe. You don't want the steel truck sitting idling, much less 20 of them outside your apartment building. Personne ne veut avoir 20 camions qui tournent au ralenti à 2 pas de son condo. Alors, on a mis au point un système de communication qui a permis d'appeler les camions qui se trouvaient à 25 minutes du chantier dès qu'on était prêt à les recevoir. Donc, pas d'attente de camions sur le chantier. So you got it just in time, just when I need it, and as soon as they were done, they left. Je crois qu'on n'a jamais fermé une seule rue pour réaliser ce projet de 600 millions de dollars sur 120 000 mètres carrés. C'est incroyable. 1,2 million square feet, that's amazing. C'est le Festival des enregistreuses. Confiant dans la vision affirmée par la commission qu'il avait lui-même nommée, Philippe Couillard décide d'aller de l'avant avec son projet d'hôpital au centre-ville. Alors bonjour, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, je suis ici pour vous communiquer un progrès important dans le dossier de la médecine universitaire à Montréal et au Québec également, et pour la métropole. Le 23 juin 2004, il annonce le choix du Mille Saint-Denis comme site du futur hôpital universitaire francophone de Montréal. Nous suivons une recommandation de la commission Mulroney-Johnson et je confirme aujourd'hui que le site du 6000 Saint-Denis est définitivement abandonné. Mais curieusement, il laisse la porte ouverte à d'autres propositions. Il n'est pas impossible que quelqu'un au CHUM ou que l'organisation, pas quelqu'un, mais l'organisation du CHUM avec l'Université de Montréal et ses autres partenaires décide de nous demander d'étudier un autre site qui pourrait apparaître au cours des prochaines semaines. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase énigmatique? Après la pause, tous ces retards valaient-ils la peine? Le syndrome de la pépine. Puis les journalistes nous demandent quand, là, on va prendre la photo avec la pelle argentée, la pépine, puis le casse blanc. Et quand on est poussé à faire ces annonces-là trop tôt, c'est là qu'on fait des erreurs, et notamment des erreurs de planification et de budget. Ça signifie une amélioration de la qualité des soins. Pendant les travaux de la commission Mulroney-Johnson, Robert Lacroix, le recteur de l'Université de Montréal, avait rencontré Daniel Johnson pour lui proposer une alternative au 6000 Saint-Denis. Moi, j'ai un autre site sur lequel je travaille pour l'université. Peut-être ça vaudra la peine qu'on le regarde, plutôt que de s'en aller sur des sites qui ont été rejetés antérieurement. Je trouvais que c'était une idée sensationnelle que celle que l'Université de Montréal avait. Maintenant, après ça, il faut l'articuler, il faut que ça se réalise selon un certain échéancier. Robert Lacroix envisage un nouveau site pour l'hôpital universitaire à Outremont, à quelques rues du campus. Il rêve de développer une technopole de la santé, un concept encore plus ambitieux auquel serait intégré l'hôpital universitaire. Le milliardaire Paul Desmarais, le plus grand mécène de l'université, le contacte. Il n'est pas content. Mais il me dit, es-tu malade? Ben, je lui dis, il dit là, écoute, tu as deux anciens premiers ministres qui disent que ça, c'est bien. Saint-Luc, ça, c'est mon ancien hôpital, puis je trouve que ça aurait peut-être une bonne idée. Puis, ben, je dis, je peux penser ça, mais moi, je pense le contraire, parce que je pense que j'aurais un projet alternatif qui serait vraiment extra. C'est quoi cette histoire de projet? Et on a été voir ensemble le terrain. C'est comme s'il y avait eu un choc. C'est ça, le projet, Robert, ça n'a pas de sens. Comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ça avant? Bon. Et il dit, je peux peut-être en glisser un mot, voir si M. Charest pourra pas au moins discuter avec toi du projet. Au début de l'automne 2004, Robert Lacroix se lance dans une campagne forcenée pour promouvoir son projet. Un recteur qui a un projet,
et qui ne réussit pas à mobiliser l'ensemble de son institution sur le projet, c'est un recteur qui est mort. Alors ce projet de développement a passé unanimement dans toutes les grandes instances de l'Université de Montréal. Ça s'était jamais vu dans l'histoire de l'université. Le milieu des affaires, auquel on pensait demander 200-300 millions pour financer ça, lui aussi était éminemment emballé. Le lobby de la famille Desmarais, ça fait partie des délires? Il n'y a aucun lobby là-dedans, sauf celui des patients et des citoyens du Québec. La tension monte à nouveau. Pour le ministre Couillard surtout, qui voit avec inquiétude la communauté d'affaires s'emballer pour un autre projet que le sien. Qu'il y ait des pressions dans différents dossiers, la vie d'un ministre, notamment le ministre de la Santé, ce n'est fait que de ça. Paul Desmarais, qui est devenu un des promoteurs du projet d'Outremont, l'a lui-même présenté à Jean Charest. Il a été emballé par le projet, comme beaucoup d'autres gens ont été emballés par le projet. Les gens peuvent très bien avoir là, des points de vue, mais tant qu'il n'y a pas de discussion au Conseil des ministres, il n'y a pas de choix de fait. En fait, même le gouvernement est divisé. La cote de popularité du premier ministre Charest est au plus bas. Les médias font état de tensions avec son ministre de la Santé, à qui on prête des ambitions démesurées. Philippe Couillard décide d'appeler une nouvelle fois Daniel Johnson à sa rescousse. Le gouvernement nous a demandé, M. Villeneuve et moi... On lui demande de comparer Outremont et Saint-Luc. Mais dans le mandat, on indique noir sur blanc qu'il devra évaluer les deux sites à la lumière de critères qui n'ont jamais été mentionnés jusqu'ici. Sécurité et surtout revitalisation du centre-ville. Des critères qui vont déclasser Outremont à cause des trains et de son éloignement du centre-ville. On a un site au centre-ville et on a voulu s'assurer que cet élément a été pris en considération. Parce que ces personnes-là qui ont besoin de soins, ils vont continuer à avoir besoin de soins. Johnson va compléter son travail dans un temps record de 4 semaines. Il dit qu'à l'époque, il a été surpris par le manque de préparation du projet Outremont. Si ça presse, qu'on est prêt à mettre 1 milliard quelque chose pour un hôpital universitaire et qu'on a dit qu'il y a un site qui va valoriser cet investissement-là à condition qu'il y ait pour 600 ou 700 millions d'autres investissements qui ne sont pas prévus nulle part dans les cartons ni de l'université ni du gouvernement, il me semble qu'on retarde le projet d'une façon majeure. Or, depuis le temps qu'on en parlait, il fallait avancer. Malgré ses liens d'amitié avec la famille Desmarais et la solidarité qu'il doit au premier ministre Charest, en décembre 2004, Johnson réitère son appui au projet du ministre Couillard. Le rapport choisit une fois de plus le site du Mille Saint-Denis. Mais est-ce vraiment la fin du projet d'Outremont? Début 2005. La question du site du futur CHUM déchire non seulement le gouvernement, mais aussi l'opposition. Pauline Marois, qui est maintenant partisane d'Outremont, se fait rabrouer en public par Louise Arel. On a fait un enjeu social d'un hôpital universitaire. C'était les riches contre les pauvres, les souverainistes contre les fédéralistes. Tu savais plus. Je me levais le matin, je prenais un journal, je me disais de quel côté ça va venir. 2 coups de canon vont être tirés de part et d'autre. Jean Charest crée la commission Couture-Saint-Pierre pour donner une nouvelle chance au projet de Technopole de la santé à Outremont. Le site optimal de ce projet est le site Outremont. Couillard réplique en convoquant une commission parlementaire où les 2 experts vont répéter leur appui à Outremont. Le Technopole, à notre humble avis, ne convient pas au site. Selon eux, l'accessibilité, la sécurité et les coûts d'Outremont sont comparables au Mille Saint-Denis. Mais la synergie avec l'université et les liens avec le privé y seraient plus efficaces. Ils seront pratiquement seuls à appuyer le rêve de Robert Lacroix. Si jamais on voyait ça, une compagnie de chemin de fer qui suggère de passer à 150 mètres d'un hôpital existant, universitaire, pas universitaire, quoi que ce soit, personne ne va me convaincre qu'on laisserait passer ça. On ne questionnait qu'un site, c'était le site Outremont. Je vous écoutais parler des ambulances. Oui. Est-ce qu'on est capable de recevoir... 20 000? Là, toutes les routes qui étaient construites étaient conçues pour éviter le coût de triage. Il n'y a qu'un site qui avait des défauts.
Il n'y a qu'un site qui coûtait cher. Plus les infrastructures, plus le transport, plus les voies ferrées, plus. Moi, j'ai compris après une journée ou deux que c'était fini. Trois semaines après la fin de la commission parlementaire, le gouvernement annonce une décision sur laquelle il n'est jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Nous choisissons d'enraciner, dans le cœur du centre-ville de Montréal, le centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal. Robert Lacroix est dévasté. Lors de la conférence de presse, Philippe Couillard réprime difficilement le sourire du vainqueur. Et Jean Charest, lui, cache mal sa contrariété. À partir de cette décision-là, les troupes se sont ralliées. T'es peut-être pas d'accord, mais au moins ils se sont ralliés. On accusera peut-être dans certains cas la déception de l'Université de Montréal et de tous ceux et celles, ils étaient nombreux, je crois, qui ont appuyé ce projet de société que nous avons mis de l'avant. Un an après la confirmation du site, rien ne paraît sur place. Et la date d'échéance est passée officiellement de 2010 à 2013. Le syndrome de la pépine. Il faut le plus vite possible, puis les journalistes nous demandent quand, là, on va prendre la photo avec la pelle argentée, la pépine, puis le casse blanc. Et quand on fait ça, quand on est poussé à faire ces annonces-là trop tôt, c'est là qu'on fait des erreurs, et notamment des erreurs de planification et de budget. On franchit aujourd'hui une étape majeure de l'historique. Non. Juin 2007, le gouvernement annonce qu'il veut confier la construction et la gestion de la majeure partie du projet au secteur privé. La fameuse gestion en PPP, très controversée. Le partenariat public-privé, l'idée à la mode au sein de l'équipe de Jean Charest. Les PPP, dans la plupart des pays d'Europe notamment, ne sont plus un enjeu idéologique. Les gouvernements de gauche ou de droite se succèdent et conservent cette manière de réaliser des projets d'infrastructures publiques parce qu'ils donnent une garantie, non pas totale, il n'y a jamais de garantie totale, mais une garantie supérieure de respecter les échéanciers et les budgets. Il faut donc partir à la recherche de partenaires privés pour la réalisation d'un projet maintenant estimé à plus d'1,5 milliard de dollars. Un dossier très complexe qui ne s'est jamais fait ici au Québec. D'autres délais sont déjà annoncés. En 2000, on annonçait le site du futur CHUM. En 2006, on devait y recevoir les premiers patients. En 2008, il n'y a toujours aucune trace de chantier. Le projet s'appelle maintenant CHUM 2010, mais on sait déjà qu'il ne sera pas complété avant 2013 ou même 2015. Combien d'argent et d'énergie seront encore perdus en cours de route? C'est quand même invraisemblable qu'on ait pu, dans les années 50 et 60, construire de grands hôpitaux de 900, 1000 lits, 1200 lits, sans que personne se déchire nulle part. Que ce soit les hôpitaux Notre-Dame, Maisonneuve-Rosemont, Sainte-Justine. Comment ça se fait? Ça s'est tout fait, ces hôpitaux-là. Puis tu te dis, on n'est même pas capable aujourd'hui. Là où on est rendu, ça va coûter des centaines de millions de plus. En inflation, en retard, sans parler des patients qui n'auront pas eu les soins de même calibre, le même confort, les étudiants qui n'auront pas été formés dans le même environnement, les professionnels qui auront eu l'occasion d'aller se former ailleurs, puis qui resteront ailleurs et qui ne resteront pas chez nous parce qu'on n'a pas des environnements qui sont concurrentiels à ce qu'ils voient ailleurs quand ils vont faire la formation. C'est un tout, ça. Il n'y a pas que le projet du CHUM qui prend du retard. Il y a aussi celui du Centre universitaire anglophone de santé de McGill. Coût total des deux projets, 3,2 milliards de dollars. Nous avons dépensé jusqu'à maintenant, entre autres en études, 200 millions de dollars, alors que pas un coup de pelle n'a encore été donné. Les travaux devraient commencer l'an prochain si, pour une fois, tout se déroule comme prévu.